Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Chers amis, le dossier extraordinaire que nous allons ouvrir aujourd'hui est entré dans la légende. Il a fait vivre une ville entière, un pays entier dans la terreur. Il a déclenché une crise politique en Grande-Bretagne, et l'horreur des événements que nous allons vous rappeler n'a d'égal que le comportement diabolique hors de l'humain de celui qui les a imaginés et mis en œuvre. On peut décidément tout attendre des hommes, et plus souvent, hélas, le pire que le meilleur. Aujourd'hui comme hier, en 1977 comme en 1888. Peu d'entre nous, j'imagine, ont connu Londres en 1888. Il est important, pour retrouver la véritable couleur de l'affaire, que nous allons évoquer maintenant, de situer le décor. L'est de Londres, le quartier de Whitechapel, ce sont les bas-fonds. Des ruelles étroites, des cours, des impasses aussi sombres sous le soleil que dans la nuit noire, des maisons délabrées qui, pour la plupart, servent de maisons de passe, de bordels, des bars très mal famés, des taudis, des rats. Les habitants, quelques Anglais de la campagne qui, sans un sou, viennent tenter l'aventure de la capitale. Beaucoup d'immigrants, Chinois, Malais, Juifs, Polonais, Scandinaves, Russes, qui se regroupent en colonies et bien souvent ne parlent pas anglais. Des marins de partout qui, du fait de la proximité des docks, viennent chercher à terre l'alcool et les femmes, et naturellement des prostituées, beaucoup de prostituées. Pas des demi-mondaines, non. Simplement de pauvres filles qui attendent des marins et des étrangers de passage les quelques pièces nécessaires à payer un lit pour la nuit et l'oubli dans les bars. Dans l'est de Londres, en cette fin de 19e siècle, n'importe quel homme est sûr de trouver une femme. La plus vieille, la plus laide a autant de chances qu'une autre de rencontrer un marin fraîchement débarqué, des shillings plein ses poches. Une grande misère noyée dans l'ivresse, la débauche, le bruit, la fausse fête. Le 1er septembre, à 3h30 du matin, une petite rue tranquille de Whitechapel. Deux hommes se rendent à leur travail. Sur le bord du trottoir, à l'entrée d'une vieille cour d'écurie, un tas par terre. Encore une fille qui en a un coup dans l'aile. Tiens, on va essayer de la remettre debout. Les deux hommes se penchent et reculent, horrifiés. Mais, nom d'une pipe, mais elle est pas ivre, elle est morte. La gorge tranchée. Va chercher un flic, je reste là. Il n'y a plus grand-chose à faire, docteur, demande le policier au médecin qui l'accompagne. Or, rien pour moi en tout cas, déclare le praticien. Elle est bien morte. Marquez-la à la morgue et faites nettoyer tout ça. Elle a perdu beaucoup de sang. Il en faut plus pour les émouvoir, les policiers et les médecins du quartier. Mais tout de même, le rapport de la morgue est troublant. 2 coups avaient tranché la gorge de la victime, la décapitant presque, mais 2 entailles profondes avaient fendu le corps de haut en bas en croix. La femme avait été éventrée et ses entrailles arrachées. Polly, la prostituée, a été massacrée avec une sauvagerie peu commune, et personne dans le quartier n'a rien entendu. A priori, aucun indice, aucune explication vraisemblable non plus. Cette nuit-là, la fille s'efforçait de regagner quelques sous pour se payer une chambre. Elle avait dû abandonner la sienne la veille, faute de disposer des 4 pence qu'elle devait à son logeur. On n'avait donc rien pu lui voler. Eh bien, allons-y pour la tournée des Grands-Ducs, dit un policier. La tournée des Grands-Ducs, c'est le tour des pubs, et les pubs, c'est le quartier général des prostituées et de leurs clients. Le patron de l'Ange et la Couronne, le bistrot près de l'église, est formel. Elle est passée hier soir, Polly. Elle a bu pas mal, et puis elle est partie avec un gars qui avait un tablier de cuir. Ah, pauvre fille, on l'a bien arrangé. C'était une nouvelle dans le quartier. Ça marchait pas fort. Mais vous comprenez, inspecteur, quand on vient d'être plaqué par son mari avec 5 mômes, même si on est petit et moche, faut bien faire quelque chose. C'est comme la Martha il y a 3 semaines, hein. Vous vous souvenez? Celle qu'on a retrouvée avec 39 coups de poignard un peu partout.
Ah, c'était pas une beauté non plus. Grosse comme elle était, elle avait l'air d'avoir 50 ans. Et pas un rond, elle non plus. C'est vrai, il y a eu Martha. 2 crimes parfaitement gratuits, pratiqués avec une sauvagerie horrible et sur 2 femmes d'âge mûr. Car à Whitechapel, où la prostitution est ouverte, les filles respectent des conventions tacites. Les mieux font les débuts de la soirée, et vers le milieu de la nuit, elles cèdent la place aux plus défraîchis ou aux mômes de 11 à 12 ans. Faut bien que tout le monde vive. Les détails de ces 2 crimes se répandent comme une traînée de poudre. Londres est indignée, Whitechapel est en proie à la panique. La gratuité des massacres, l'absence de progression de l'enquête font que tout le monde se sent menacé. Le moindre indice met les imaginations en feu. Le dernier client de Polly, c'était un homme avec un tablier de cuir. Un tablier de cuir, alors, c'est un cordonnier. Et d'un jour à l'autre, les cordonniers de Whitechapel deviennent la cible d'insultes, de haine déchaînées. Les gamins les poursuivent dans les rues en hurlant « assassins ». Quand on ne les fuit pas comme des pestiférés, on les menace de lynchage. Que peut-on faire contre la foule paniquée? Le tablier de cuir, lui, ne retient pas tellement l'attention de la police. En tout cas, pas s'il habille un cordonnier du quartier, car, dans l'assassinat de Martha comme dans celui de Polly, les conclusions médicales sont précises. L'assassin vient de l'extérieur. La façon dont les 2 carnages ont été pratiqués, qu'ils soient dus ou non à la même personne, révèle une incontestable connaissance de l'anatomie. Or, personne parmi les habitants de l'Est de Londres n'est connu pour ses dons de chirurgien amateur. Pas l'ébauche d'une piste. La police s'interroge. Les rumeurs courent. Des confiseurs lancent une spécialité locale très prisée, le caramel tablier de cuir. Et oui, là aussi, il faut bien que tout le monde vive. 8 jours plus tard, au petit matin du 8 septembre, à 6 heures du matin exactement, un commissionnaire découvre le corps d'une femme blottie contre le mur dans l'arrière-cour d'une maison. Alors là, chers amis, l'horreur du spectacle dépasse celui des 2 crimes précédents et je ne le décrirai pas davantage. La police ne peut que se rallier aux précédentes conclusions médicales. Ces opérations abominables sont effectuées par un être familier des instruments chirurgicaux et de l'anatomie du corps humain. Le plus difficile à admettre est qu'elles soient pratiquées par un être humain, a priori, comme vous ou moi. Pendant quelque temps, ces débris humains sont ceux d'une femme inconnue. Jusqu'au jour où un loueur de chambre réussit à identifier Annie Labrune, une prostituée, qu'il avait chassée à 2 heures du matin, la nuit du crime, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour le payer. Pas plus que Martha ou Polly, Annie Labrune n'était dans la fleur de l'âge. 47 ans, atteinte de tuberculose, elle en paraissait davantage et n'avait pas un sou. L'inspecteur-chef chargé de l'enquête se pose de multiples questions. Comment, après un tel carnage, aux premières lueurs de l'aube, à l'heure où les hommes commencent à se rendre à leur travail, comment un meurtrier peut-il s'enfuir sans attirer l'attention? Car tout de même, on ne fait pas une telle dissection sans être soi-même taché de sang. La seule réponse plausible à cette question est que le meurtrier connaît à fond chaque ruelle, chaque cour, chaque impasse de Whitechapel, et qu'il n'a pas loin à aller pour se cacher. Le raisonnement se tient d'ailleurs, car les différents crimes ont été commis dans un même périmètre très très étroit. Mais alors, ce ne serait pas quelqu'un de l'extérieur. Rien n'empêche évidemment quelqu'un de l'extérieur d'avoir, comment dirais-je, un pied-à-terre, si j'ose dire, dans l'est de Londres. Dans le quartier, la panique se transforme maintenant en vent de folie. Tous les pubs surenchérissent de renseignements spontanés aussi incohérents les uns que les autres. La fable du tablier de cuir a fait son chemin. Des rapports de police font état d'hommes en tablier de cuir, rôdant avec des couteaux dans leurs poches, assaillant les femmes dans les pubs. Des lettres anonymes parviennent à la police. Le tablier de cuir, le meurtrier, c'est moi. Des soi-disant témoins viennent apporter de soi-disant renseignements et aucune de ces pistes ne mène nulle part. Pas très convaincu, la police fait circuler un portrait robot, reconstitution disparate de témoignages sur un homme que l'on aurait vu circuler dans les environs à l'heure présumée du crime. Âge, environ 37 ans, taille 1,88 m, barbe plutôt foncée, moustache, veston foncé, gilet foncé, pantalon foncé, écharpe et chapeau de feutre noir, il parlait avec un accent étranger. On ne dit pas à qui il parlait. Le pays gronde.
On accuse la police d'incompétence. On ajoute que si les victimes étaient de la haute, on se donnerait plus de mal pour faire justice, mais ce ne sont que des prostituées, n'est-ce pas? Chacun se débat dans son domaine. Des inspecteurs de police se déguisent en femmes pour servir d'appât, sans résultat autre que le ridicule. Des commerçants se constituent en comité de vigilance de Whitechapel, organisant des patrouilles, offrant de fortes récompenses pour des informations sérieuses, sans prendre pour autant de dispositions pour protéger les prostituées, visiblement les seules victimes visées. Mais le comité, c'est surtout de sauver le négoce. Et oui, il faut bien que tout le monde vive. On course les tabliers de cuir, mais on course aussi les sacs de toile noire, car la rumeur veut maintenant que le meurtrier se déplace avec un sac de toile noire contenant ses instruments de travail. Un malheureux juif nommé Jacob sombre dans la folie, poursuivi par l'hystérie collective. Il a le malheur de posséder à la fois un tablier de cuir et un sac de toile noire. Pauvre bougre. Et voilà que, 2 jours avant le 30 septembre, une lettre parvient à la presse. Elle porte le cachet de la poste centrale de Whitechapel. Voici sa traduction exacte. Cher patron, je n'arrête pas d'entendre que la police m'a attrapé, alors que je cours toujours. J'ai bien ri, car il se croit très fort et parle d'être sur une bonne piste. La plaisanterie du tablier de cuir m'a bien fait rigoler. Mon choix s'est porté sur les prostituées et je n'arrêterai de les éventrer que lorsque je serai coffret. Beau travail que le dernier. La dame n'a même pas eu le temps de crier. Comment pourrait-il m'attraper maintenant? J'adore mon boulot et je veux m'y remettre. Vous entendrez bientôt reparler de moi et de mes joyeux petits divertissements. La prochaine fois, je couperai les oreilles de la dame pour les envoyer aux officiers de police, juste pour rire, hein? Gardez cette lettre jusqu'à mon prochain travail, puis faites-la connaître tout de suite. Mon couteau est si épatant et si tranchant que je veux l'employer tout de suite si une occasion se présente. Bonne chance, bien à vous. C'est signé Jacques l'Éventreur. Jacques l'Éventreur. Si on ne connaît pas son nom, on connaît au moins son surnom. Le 30 septembre, Whitechapel est un baril de poudre. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. 30 septembre, 1h du matin. Dans un club de Whitechapel, fréquenté essentiellement par des juifs polonais et russes, un concert vient de se terminer. Les chants résonnent encore dans la cour sombre, le portail est ouvert. Le gardien du club s'apprête à rentrer dans la cour avec sa charrette et son poney quand tout à coup, l'animal fait un brusque écart et se cabre. L'homme saute à terre. Une femme est là, morte, et saignant encore abondamment. La gorge tranchée comme d'habitude, et une oreille coupée, comme la lettre de Jacques l'Éventreur l'annonçait. Le crime remonte à quelques minutes seulement. L'assassin a dû être interrompu dans son travail, peut-être par l'arrivée du gardien et de sa charrette, ce qui explique l'absence des autres mutilations abominables pratiquées sur les précédentes victimes. Il a dû s'enfuir, pense la police, avec le sentiment désagréable de n'avoir pas fait consciencieusement son travail. En fait, la grande Élisabeth, 45 ans, même si elle est morte, s'en est tirée, si j'ose dire, à bon compte. Pour le meurtrier, c'est un ratage. Ah, on n'aime pas rester sur un échec. 3 quarts d'heure plus tard, à 15 minutes à pied, Kate, elle, est retrouvée plus mutilée que toutes ses consoeurs. Je vous en épargnerai les détails, sauf celui-ci. Elle a une oreille coupée. Le meurtre vient d'avoir lieu, c'est d'autant plus facile à déterminer que Kate a été rencontrée vers 20h par un agent de police, alors qu'elle était dans un état d'ivresse tel qu'on l'avait gardée au commissariat jusqu'à 1h du matin. Elle en est sortie juste à temps pour se faire assassiner. En fait, dans cette horrible affaire, la seule chose qui progresse, c'est le nombre des victimes et la technique monstrueuse, chaque fois plus élaborée, plus chirurgicale du meurtrier. Le point commun, c'est le dénuement complet des victimes, leur absence de charme physique, le mal qu'elles avaient toutes à survivre, et leur recours à l'alcool. La constante, c'est l'impuissance de la police. La constante, c'est le ricanement du meurtrier. La constante, c'est le carnage. Carnage d'un expert exécuté, au dire du médecin légiste, en moins de 3 minutes.
Un paquet pour vous, monsieur. Le président du comité de vigilance de Whitechapel coupe la ficelle, déballe. Il reste sans voix sous ses yeux. Un morceau de rein. Oui, vous avez bien entendu, un morceau de rein. Une note accompagne le délicat envoi. Monsieur le Président, je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une femme et que j'ai conservé pour vous. J'ai frit l'autre morceau et je l'ai mangé, c'était délicieux. Je vous enverrai le couteau sanglant avec lequel je l'ai prélevé, si vous avez la patience d'attendre un peu. Signé, attrapez-moi si vous le pouvez. Post-scriptum. Oui, c'est bien le rein gauche. La prochaine fois, je vous enverrai une partie des entrailles. Et maintenant, le meurtrier donne libre cours à sa morgue épistolaire. Il s'offre le luxe non seulement de répondre aux hypothèses émises publiquement par la police ou par la presse, mais de faire savoir les dates de ses prochains crimes, les dates et les lieux. Voilà ce qu'il écrit. « Je ne suis pas un boucher, je ne suis pas un juif, ni un capitaine étranger, mais je suis votre ami, gai et enjoué. » Je vous demanderai de vous souvenir de cette phrase. Je la relis une seconde fois. « Je ne suis pas un boucher, je ne suis pas un juif, ni un capitaine étranger, mais je suis votre ami, gai et enjoué. » Je pense que je vais cesser d'employer mon joli couteau pointu. Il est trop bien pour des prostituées. Je suis allé à Glasgow acheter un poignard écossais. Je n'ai pas le temps de vous dire comment je suis devenu un meurtrier, mais vous devriez savoir, ainsi que le montrera le temps, que je suis un pilier de la société. Rappelez-vous également cela, pilier de la société. Post-scriptum, le prochain meurtre aura lieu le 9 novembre, signé Jack l'Éventreur. Le 9 novembre, à 10 heures du matin, un homme vient frapper à la porte d'une de ses locataires pour encaisser son loyer du mois. La locataire, c'est Marie, une jeune Irlandaise catholique de 25 ans, gaie et gentille. Elle avait gentiment commencé, Marie, en prostituée de luxe dans les beaux quartiers. Et puis, la vie c'est la vie, et elle s'était mise à boire comme les autres et à noyer sa jeunesse dans l'alcool. Ce matin-là, aucune réponse au coup frappé à la porte. Le propriétaire fait le tour, la chambre est au rez-de-chaussée. On peut y accéder par une fenêtre. Le spectacle est hallucinant. Les limites de l'horrible, de l'imaginable, sont largement dépassées, de toute évidence. Jack l'Éventreur a signé là son chef-d'œuvre. Dans l'est de Londres, c'est l'hystérie collective à laquelle succède l'abattement le plus complet. Les comportements les plus incohérents ne surprennent plus personne. 3 témoins soutiennent avoir rencontré Marie quelques heures après sa mort et lui avoir même parlé. Le ministre de l'Intérieur de Grande-Bretagne démissionne après avoir donné un dernier ordre que l'on photographie en gros plan les yeux de Mary, car il est persuadé que la rétine reste impressionnée par l'image de la dernière personne vue avant de mourir. Une femme restée seule dans le cimetière après l'enterrement de Mary affirme avoir vu un homme s'approcher, briser les planches qui recouvraient la tombe et cracher dedans. Et puis les esprits se calment, comme si la progression dans l'horrible avait forcément atteint son apothéose avec le meurtre de Marie. De fait, on pense que c'est là le dernier crime à attribuer à Jack l'Éventreur. Ah, ne me faites pas dire pour autant que Whitechapel retrouve le calme. Non, les crimes continuent, et sur des prostituées, mais on n'y retrouve pas la technique magistrale, monstrueusement sophistiquée des précédents assassinats. Jack l'Éventreur avait donné des idées, sans doute suscité des vocations. Mais, si j'ose dire, on ne retrouve plus sa griffe. Alors, qui était Jack l'Éventreur? Et qu'est-il devenu? Ah, je voudrais bien pouvoir vous dire, chers amis, que l'auteur de ces crimes abominables a reçu le juste châtiment de ses forfaits. Hélas, près de 100 ans après ces meurtres, on en est encore aux hypothèses. On a supposé qu'après le meurtre de Mary, l'assassin est parti à l'étranger, car des forfaits similaires ont surgi tout à coup entre 1889 et 1892 en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, et sans que les polices locales soient plus efficaces que la police britannique. Quant à son identité, les thèses les plus diverses se sont développées, s'écroulant soudain sur un détail. En 1929, un journal de Buenos Aires aurait publié la confession d'un chirurgien anglais qui aurait fui l'Angleterre après ses meurtres, dont sur son lit de mort, il déclara être l'auteur. Il cherchait à se venger, aurait-il dit, d'une prostituée qui aurait fait mourir son fils de syphilis. Le document n'a jamais été retrouvé. Un peintre raconta quelques années après les assassinats de Whitechapel
qu'à l'époque, il avait loué une chambre dans les faubourgs de Londres à un chirurgien vétérinaire. Cet homme avait l'habitude, paraît-il, de sortir la nuit et de ne rentrer qu'à 6 heures du matin, brûlant dans le fourneau de sa chambre les vêtements qu'il avait portés la veille. Il ressortait pour acheter le premier journal du matin, mais ne parlait jamais des meurtres, alors que c'était le sujet de conversation générale. Il était tuberculeux, et 3 mois plus tard, il devait aller mourir dans le nord de l'Angleterre. Les massacres cessèrent dès qu'il eut quitté Londres. Le peintre avait griffonné le nom de son locataire sur la page de garde du livre qu'il lisait alors, et puis il a prêté le livre, et puis on ne l'a jamais retrouvé. À moins de prendre le criminel sur le fait, à moins de disposer de beaucoup d'indices qui se recoupent, c'est difficile de retrouver l'auteur de crimes qui apparemment n'ont ni mobile ni profit et comptent leurs victimes dans les classes sociales les plus basses. D'autres hypothèses ont été émises, d'autres le seront encore. On a parlé d'un chirurgien russe connu pour sa folie. La police secrète du tsar l'aurait envoyé à Whitechapel y commettre les assassinats que vous connaissez et l'aurait ensuite discrètement ramené à Moscou où il serait mort, croit-on savoir, dans un asile d'aliénés en 1908. Il était ambidextre, bien habillé, portait une moustache passée à la cire et vouait une haine implacable aux prostituées. Un portrait qui correspondrait assez bien à celui présumé de Jack l'Éventreur. Reste que l'on n'a jamais pu trouver de véritables preuves et que la motivation politique est discutable. Que les victimes aient été des femmes de la haute société britannique, c'était déjà plus vraisemblable. Mais quel profit politique un pays étranger pourrait-il attendre de l'assassinat de pauvres filles comme Martha, Polly, Annie la Brune et leurs camarades? Enfin, d'autres thèses mettent en cause des personnages très importants de l'Empire britannique, voire des personnages touchant de près la famille royale. Ce qui expliquerait peut-être l'apparente inefficacité de la police d'alors. Un détail à l'appui de cette thèse est troublant. Rappelez-vous, une lettre de Jack l'Éventreur disait, et j'ai souligné ce passage, « Je ne suis pas un boucher, je ne suis pas un juif, je ne suis pas un capitaine étranger. » Or, une seule personne avait émis l'idée que l'assassin puisse être un marin étranger accostant périodiquement sur la Tamise. C'était la reine Victoria, dans une lettre privée à son ministre de l'Intérieur. Une lettre dont ni la presse ni la police n'ont jamais eu communication et que seul un vrai familier du palais pouvait connaître. Vous le voyez, nous avons presque autant de Jack l'Éventreur que de ces crimes abominables qui pourtant n'ont qu'une solution. Cette solution, il est probable que nous ne la connaîtrons jamais. Et pourtant, rarement assassinats plus abominables, plus sadiques, plus gratuits ont été commis dans l'histoire du crime. En 1977, Jack l'Éventreur est forcément mort, lui aussi. On aimerait pouvoir penser en tout cas qu'il n'est pas mort tranquillement dans son lit, de la mort des justes. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
En 2017, en Alsace, Aline Hart, 36 ans, tue sa belle-mère Béatrice Beauvais à coups de couteau et met le feu à son cadavre. Son mobile? Elle ne supportait pas que son compagnon soit à ce point attaché à sa mère. Aline Hart détestait tellement sa belle-mère qu'elle lui a arraché le visage. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction d'Aline Hart. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. « 6 avril 2017, en début d'après-midi, à Durembach, en Alsace. »« Pompier, j'écoute. »« Monsieur, venez vite. La maison de Mamie Foot est en feu. » Dans les décombres fumants de la maison, les pompiers retrouvent le cadavre en partie calciné de Béatrice Beauvais, 60 ans, surnommée Mamie Foot. Le légiste est formel. Béatrice Beauvais n'est pas morte asphyxiée. Elle a été tuée de 36 coups de couteau. Et le médecin livre un détail horrible. Son visage a été méticuleusement arraché et découpé. Il n'en reste rien. Il y a une forme de schizophrénie dans l'acte. Pour tuer quelqu'un d'autant de coups de couteau, 36, ça vient quelque chose. C'est quelqu'un qui a explosé de colère et qui après serait capable de redescendre en pression pour faire quelque chose de l'ordre méticuleux. C'est un acharnement. Déjà, c'est un acharnement. D'abord, c'est un acharnement pour être sûr de tuer, ça c'est clair. On imagine la montée d'adrénaline, hein. Quand on est soumis à un stress de ce genre-là, vous avez les mains qui tremblent après, le temps que la tension descende. Et là, dans un temps extrêmement proche, je pense, des coups de couteau initiaux, avoir la méticulosité de ciseler un visage. Quand même difficile à croire. Ce qui s'est passé après, c'est plus pour faire disparaître l'identité de la personne. Donc elle n'existe plus. Un mort, il existe encore. Et là, on est dans quelque chose de, pas psychotique, mais presque, si vous voulez. Il faut plus que ça existe. Et l'incendie, après, c'est en mettre une couche, si je peux dire. C'est-à-dire, un feu, ça fait tout disparaître. Il y a une intentionnalité qui est pas seulement la mort, mais l'élimination. François Biringer, expert psychologue. C'est une personne probablement méticuleuse. Hein. Sa détermination va jusqu'à bien faire les choses, si je peux dire. Ça, probablement. Mais c'est énorme, quand même. Je suis comme tout le monde, là. Je suis perplexe. Les gendarmes explorent en vain l'hypothèse du rôdeur. Et c'est une personne très proche de Madame Beauvais qui leur suggère de s'intéresser à sa belle-fille, Aline Hart. Elle a passé son temps à diriger les gendarmes vers cette piste du rôdeur. Elle en fait trop. Aline Hart est placée en garde à vue. Sur son bras, elle porte la marque d'une étrange griffure. Madame, trop de choses ne collent pas dans vos dires. Pour nous, vous avez tué votre belle-mère et vous avez incendié son cadavre. Si vous avez quelque chose à dire, madame, c'est le moment. Est-ce qu'il est possible que je ne me rappelle pas ce qui s'est passé? Parce que là, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé au cours de cette journée.
J'ai pas de souvenir de lui avoir fait quelque chose ou de lui avoir fait quoi que ce soit. Aline, parloir, c'est ton avocat. C'est une femme, autrement dit, on ne va pas la mélanger au milieu de détenus hommes. Donc quand elle se déplace, elle vient avec une gardienne. Maître Éric Lefebvre, avocat d'Aline Hart. Les portes ne s'ouvrent que pour elle. On fait attention à ce qu'elle ne soit pas en contact des autres. Le parloir de la maison d'arrêt de l'Elzo, c'est un tout petit local, en fait. Il y a un bureau avec le surveillant, et puis vous avez un nombre de box numérotés. Ces box sont remplies d'une simple table, de 2 chaises. C'est très 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 spartiate. C'est assez difficile, j'imagine bien, pour les gens qui viennent, de parler à la fois de leur dossier puis de leur avenir, parce que à travers leur dossier, c'est leur avenir carcéral ou pas, dans ce tout petit réduit qui fait quelques mètres carrés. Bon, après, il va falloir nouer une relation de confiance avec elle. C'est une grande jeune femme blonde, très dynamique, extrêmement combative, même plus qu'extrêmement combative. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rebondit sur tout. C'est important, On sait très bien que dans une session d'assises, c'est d'ailleurs généralement le rôle de l'avocat, de ne laisser passer aucune parole, aucun mot qui laisserait la porte ouverte à une interprétation différente. Il faut être très précis, il faut être dans la nuance, et c'est quelqu'un qui maîtrise son dossier, c'est quelqu'un qui n'a pas varié d'un poil, si je puis dire, de sa position, et c'est quelqu'un qui se bat et qui entend bien continuer à se battre. Aline Hart a toujours vécu en Alsace. C'est la Benjamine d'une fratrie de 3. Une petite fille que ses parents n'espéraient plus. Ils venaient de perdre un enfant mort-né. Alors Aline a été accueillie comme un cadeau du ciel. Elle aurait été même chouchoutée par sa mère. Néanmoins, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a un sentiment d'injustice. François Biringer, expert psychologue. Un sentiment d'injustice, grosso modo, c'est parce que sa famille, en particulier son père, est assez stricte et fait participer les enfants aux corvées. Ça, c'est ces termes. Et donc, elle a vécu ça d'une manière injuste. Et alors, ce qui est aussi remarquable dans cette histoire, c'est que c'est elle-même qui a un petit peu renversé la vapeur pour accepter la chose. Et elle dit simplement qu'elle comprend qu'à cet âge-là, elle fait participer, et elle comprend cette injustice. Donc c'est quelque chose qui reste en suspens, comme pas mal de choses quand même de ce qu'elle dit. Alors elle a fait un parcours scolaire assez ordinaire et assez tôt elle s'est lancée dans un CAP, je crois. Alors ça aussi c'est peut-être une coïncidence, mais de coiffeur visagiste quand même. Enfin elle voulait faire un BEP de coiffeur visagiste. Elle a fait un CAP de coiffure, elle a eu. Et puis le BEP, elle a essayé à plusieurs reprises, elle a échoué. Et donc elle a été embauchée sur son lieu de stage et ensuite elle a changé. Et elle a fini par faire de la coiffure à domicile. Code B22. Enquête de personnalité de Christine Laruelle. Aline Hart décrit une scolarité moyenne. Sa mère dit d'elle, elle voulait bien faire et elle se mettait la pression. La mère d'Aline Hart évoque des soucis rencontrés à l'école avec le fils du maire du village qui aurait brûlé le manteau d'Aline Hart ou encore donné des coups de couteau dans son pantalon et volé sa trousse. Sa vie sentimentale, il y a 3 étapes importantes. La première, c'est une rencontre qu'elle fait d'un compagnon. Ça ne l'a pas engagé plus que ça dans la vie. Un compagnon qui est plus âgé qu'elle, d'une quinzaine d'années, 16 ans, je crois. Bon. Puis ça s'est arrêté. Ensuite, elle s'est mariée avec un monsieur avec qui elle a eu 2 enfants. Code B22. Enquête de personnalité de Christine Laruelle. Le mari d'Aline Hart
dit qu'elle lui a fait un enfant dans le dos. Il ne voulait pas de deuxième enfant immédiatement, estimant que leur situation financière n'était pas propice. De son côté, Aline Hart raconte un mari jaloux, alcoolique et parfois violent. Le couple s'était installé dans la maison mitoyenne de celle des beaux-parents de Madame Hart. Son mari voyait ses parents tous les jours. Il mangeait avec eux. Aline était d'accord pour partager un repas par semaine, mais pas plus. Elle estime qu'il se laissait marcher sur les pieds. Et finalement, le couple divorce. C'était quelqu'un qui était absolument fan de foot. Maître Éric Lefebvre, avocat d'Aline Hart. On saura par l'instruction qu'elle était, non pas la cheville ouvrière, mais enfin un rouage central du club de foot du petit village où elle habitait. Elle s'occupait de nettoyer les maillots, de les ranger. Elle s'occupait aussi de certaines équipes de jeunes pour l'entraînement. Donc c'était quelqu'un très investi à ce niveau-là. À part ça, parce qu'il prenait déjà beaucoup de temps, il y avait son travail et ses enfants. Et puis c'est quelqu'un qui a décidé de prendre les commandes, parce que c'est quelqu'un qui aime bien diriger, de prendre les commandes de sa vie, de la vie de ses enfants, et qui remplissait son rôle de mère tout à fait normalement. Code B46. Expertise psychiatrique de Philippe Amarili. Au club de football du village, Aline Hart rencontre Jean Beauvais alors qu'elle vient de se séparer. Monsieur Beauvais vit encore chez sa mère. Elle décrit cette relation comme un plan cul qui a évolué vers des sentiments. C'est elle qui choisit Jean, c'est pas Jean qui choisit Aline. Disons-nous les choses clairement, c'est elle qui le séduit. Maître Étienne Steil, avocat de Jean Beauvais. Il a été choisi par Aline Hart parce qu'il correspondait justement à un profil de personne avec laquelle elle pouvait faire exactement ce qu'elle voulait. C'est tout. Et donc, pendant quelque temps, elle se montrait très agréable. Elle a essayé de tout faire pour lui faire plaisir, pour essayer d'être agréable. Mais tout ça, ça n'avait qu'un objectif, c'était réussir à emménager avec lui et effectivement pouvoir bénéficier des largesses de Jean et de l'argent qu'il pouvait ou que sa famille pouvait avoir. Madame, j'ai l'impression qu'avec votre nouveau compagnon, Monsieur Beauvais, vous vous êtes au fond replongé dans le même schéma qu'auparavant. Vous avez raison, docteur. Lui aussi, il n'assumait pas sa relation avec moi devant sa maman. C'était à tel point qu'il dînait 2 fois de suite. Une fois avec moi, puis une fois avec sa mère. On le voit d'ailleurs dans le cadre de cette enquête, de nombreux échanges SMS qui ont été envoyés par Aline Hart à Jean et qui revient comme une rengaine, c'est « tu l'as dit à ta mère », point d'interrogation. Sous tous les tons, sous le ton de la moquerie, sous le ton du reproche, même sous le ton de la menace, on est vraiment dans une volonté affichée de la part de Madame Aline Hart que cette rencontre et que cette relation soit officialisée. Il n'a pas de latitude, il ne peut pas faire un pas à gauche, pas faire un pas à droite, sans que sa mère n'intervienne. Je vous donne un exemple. S'il dit qu'il rentre à 18h, si à 18h10 il n'est pas là, il y a un message sur le portable. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas rentré? Tu m'as dit que tu serais là pour manger, t'es pas là. Il a 30 ans. Il peut aller boire un verre avec un copain. C'est pas grave. Elle règle sa vie au millimètre. Il y trouve son compte, quand même. Faut être honnête. Elle lui fait son ménage. Elle lui fait son linge, prépare jamais à manger. Et finalement, il ne s'occupe de rien de la vie quotidienne. C'est sa mère qui gère tout. Béatrice Beauvais communiquait avec son fils via des petits carnets, des mots, dans un carnet. Mais j'ai lu, moi, à l'audience, des récriminations de la maman et des réponses du fils qui montrent bien que c'est pas idyllique. Quand vous avez un message du genre tu m'avais dit que tu rentreras à 18h, il est 18h30, on sent bien, avec écrit en majuscule, avec 3 points d'exclamation, on comprend bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du reproche. Et la réponse est du même acabit. C'est un peu laisse-moi tranquille. J'ai l'âge que j'ai, et je pense qu'à mon âge, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days, journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Andelatte raconte Code B, la suite de votre épisode. Quand Aline Hart rencontre Jean Beauvais, elle imagine immédiatement que c'est avec lui qu'elle va refaire sa vie. Mais lui est moins catégorique. Jean Beauvais se sent écartelé entre Aline et sa mère, dont il est très proche. Madame Hart, dans le cadre de cette expertise psychiatrique, j'aimerais comprendre les relations que vous aviez avec la mère de votre compagnon, Béatrice Beauvais. Comment est-ce que vous vous entendiez avec elle? Non, c'était compliqué, docteur. Moi, j'ai tout fait pour qu'on s'entende bien. Un jour, Jean, il m'a dit que sa mère lui reprochait d'être avec une femme divorcée, qui était déjà mère de 2 enfants. Mais moi, quand je suis allé la voir pour en parler, pour comprendre, elle m'a dit que ce qu'elle lui reprochait à lui, c'était de nous mentir à toutes les deux. D'un côté, il lui disait que notre histoire n'était pas si sérieuse que ça. Mais de l'autre, nous, on faisait des projets. On voulait emménager dans une maison mitoyenne de celle de ma belle-mère. Madame Beauvais est peut-être un peu réactionnaire. Maître Étienne Steil, avocat de Jean Beauvais. Dans une vie de village, c'est quelqu'un qui est assez impliqué aussi dans la vie paroissiale, et c'est vrai que elle redoute spécifiquement Madame Aline Hart. Pourquoi? Parce que elle connaît très bien la famille de l'ex-mari de Madame Hart, et elle a pu se rendre compte des relations absolument épouvantables que Madame Hart pouvait avoir avec sa belle famille. C'est-à-dire que Madame Aline Hart, dans le cadre de son premier mariage, s'était également installée dans une maison qui appartenait à ses beaux-parents, et s'y installant, elle a tout de suite établi une clôture en plein milieu du jardin pour empêcher sa belle-mère et son beau-père de pouvoir avoir une quelconque relation avec leurs petits-enfants ou même avec leur mari. Et c'est vrai que Madame Beauvais ne pouvait envisager une telle situation parce que elle trouvait ça follement triste, et elle ne pouvait s'empêcher d'espérer quelqu'un d'autre pour Jean, et quelque part aussi pour elle, d'avoir une belle fille qui puisse l'accepter en tant que telle. C'était des hommes, dans les 2 cas, qui ne sortaient pas de leur famille, qui n'arrivaient pas à quitter leur famille. François Biringer, expert psychologue. Alors, c'est un petit peu complexe parce que on peut se dire que c'est embêtant, d'une certaine manière, et on peut se dire aussi, c'est ce qui nous ramène un petit peu au mobile quand même, que elle voudrait s'approprier l'objet, si vous voulez. Mais en dehors du fait de s'approprier simplement l'objet, il y a une caractéristique chez elle, c'est une certaine générosité quand même, qui va l'orienter vers un côté un petit peu salvateur, c'est-à-dire que elle a fait des efforts, si vous voulez, pour sortir son compagnon de ce qu'elle sentait comme un clivage, c'est-à-dire que son compagnon était coincé entre sa mère et entre Madame Hart, et il s'en plaignait. Monsieur Beauvais, comme vous le savez, nous enquêtons sur la mort de votre mère et nous suspectons votre compagne, Madame Hart. Comment est-ce que vous décririez votre relation
avec Madame Hart. Au début, c'était super. J'étais plutôt flatté de lui plaire, parce qu'Aline elle est belle. Puis elle s'occupait bien de moi. Après, elle insistait beaucoup pour que ça devienne sérieux entre nous. Elle me lâchait pas avec ça. Moi, je savais pas trop quoi faire, quoi. Et puis Aline, elle faisait des choses étranges. Elle faisait tout pour attirer mon attention. Par exemple, elle a raconté plusieurs fois que elle avait été agressée par quelqu'un. J'y comprenais rien. Systématiquement, elle va essayer de biaiser le jugement de Jean, qui est quelqu'un de crédule, peut-être même de naïf. Mais malheureusement, effectivement, elle va profiter clairement de la candeur de Jean. Clairement. C'est certainement aussi par rapport à ce caractère, qui est peut-être un caractère passif, qu'elle va décider certainement de le choisir. Au fil des mois, la relation entre Aline Hart et Jean Beauvais s'envenime. Elle tombe enceinte, mais elle avorte parce qu'il ne veut pas de l'enfant. Aline craint que Jean ne lui échappe. C'est une personnalité très très déterminée. Un passage à l'acte, c'est toujours une façon de trouver une solution à une pulsion qui à un moment devient insupportable. Plus lui était clivé, plus elle se sentait cette générosité de le sortir de là. C'est ça. Donc c'est sa fabrication à elle. C'est de sa responsabilité. Quand on se prend pour le sauveur, on a quand même une petite idée d'être tout puissant. Mais c'est surtout dans la relation dite amoureuse, si vous voulez, la supposition de ce qui va faire du bien à l'autre. Mais c'est une supposition. Et c'est un petit peu comme ça, toute proportion gardée, bien sûr, dans toutes les relations affectives, où on suppose un petit peu quel est le désir de l'autre et on tâche d'y répondre. Alors plus on tape à côté, plus ça rate, bien entendu, mais c'est toujours un petit peu comme ça. Elle était persuadée que, en le tirant de là, non seulement elle l'aurait à lui, mais lui il serait heureux, bien sûr. Le 6 avril 2017, la mère de Jean Beauvais meurt dans l'incendie de sa maison. Jean Beauvais part chez sa compagne, Aline Hart, et tout se passe très bien. Il n'imagine pas une seconde que c'est sa compagne qui a tué sa mère. Lorsque je l'interroge sur comment c'était après, elle dit textuellement c'était super sympa. Après la disparition de cette mère et belle-mère, il y a eu une période, j'allais presque dire jouissive, où tout allait bien. Pas très longtemps, mais enfin quand même, pour les deux apparemment. C'était enfin idyllique. Maître Éric Lefebvre, avocat d'Aline Hart. Pourquoi ? Parce que le seul obstacle à leur relation, en tout cas vu d'Aline, c'était effectivement sa belle-mère. Vu de Jean, je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne verbalise pas, ou si ce n'est de manière très lacunaire. Mais voilà, l'obstacle n'existait plus. On de la raconte. Côte B sur Europe 1. J'ouvre la Côte B du dossier d'instruction d'Aline Hart, 36 ans. En 2017, en Alsace, elle a tué sa belle-mère de 36 coups de couteau. Et elle a mis le feu à son cadavre. Mais avant cela, elle a pris le soin d'arracher le visage de sa belle-mère. Pourquoi ? C'est le visage. Maître Éric Lefebvre, avocat d'Aline Hart. C'est extrêmement symbolique, parce que c'est ce qui permet de distinguer un individu d'un autre. Et on ne retrouvera pas d'ailleurs la peau. C'est pas ce qu'elle est devenue, cette peau. Je pense qu'on est au-delà de la rage. On est dans une forme de, alors je vais pas dire folie, parce que folie, ça renvoie à un concept psychiatrique, mais on est au-delà de la pulsion létale. La pulsion de mort, on est largement au-delà. On est vraiment dans la symbolique, au-delà de l'acte. Parce que vous voulez vous débarrasser du seul obstacle à votre amour, une fois que la personne est morte, c'est bon.
Code B13. Expertise psychologique de Corinne Hacker. Aline Hart a une formation de coiffeuse visagiste dans laquelle on attache une importance extrême au visage. Scalper la belle-mère revient dès lors à la supprimer pour de bon. Comme si, aussi longtemps que le visage est intact, c'est comme si elle n'était pas morte. Autrement dit, au plan psychique, le meurtre, c'est le scalp et non pas les coups de couteau. À noter que le scalp atteste incontestablement de la haine de Madame Hart envers Madame Beauvais. Le symbole, c'est pas simplement détruire l'autre, c'est l'annihiler. Or, annihiler veut dire faire en sorte qu'il n'ait jamais existé. C'est-à-dire qu'il faudrait, quelque part, c'est comme une couche de blanco, recouvrir tout ce qui a pu dans la relation être négatif par un pigment qui ferait qu'il n'ait jamais existé. Donc c'est pas simplement la volonté de tuer, c'est la volonté de faire disparaître également dans les mémoires. En prison, Aline Hart a accouché d'un enfant conçu avec Jean Beauvais avant qu'elle ne soit arrêtée. 3 ans après le meurtre de Béatrice Beauvais, Aline Hart comparaît devant la cour d'assises du Bas-Rhin. Elle a 38 ans, et comme elle l'a fait durant toute l'instruction, elle persiste à clamer son innocence. Les enjeux, ils sont énormes. Elle est jeune, elle est mère célibataire. La peine encourue, c'est 30 ans de prison. Les enjeux, c'est de ne pas voir ses enfants grandir, c'est de perdre sa liberté, c'est de perdre tout ce qui fait son quotidien, c'est d'être stigmatisé. C'est une mort sociale, hein. C'est ça, les enjeux. Mesdames et messieurs, la cour. C'est une ambiance de village. Maître Étienne Steil, avocat de Jean Beauvais. Il y a beaucoup de gens du village qui sont là. C'est la nouvelle salle des assises du tribunal judiciaire. C'est une salle un peu austère qui n'a ni la solennité ni l'ambiance de l'ancienne salle qui était absolument magnifique, qui était une salle du 19e siècle avec des plafonds à plus de 10 mètres, des grandes verrières et des boiseries. La voix n'y porte pas suffisamment, elle est assez petite finalement. Faites entrer l'accusé. Je la sens tendue, ce qui est un bon signe, hein, parce que si vous n'êtes pas tendu, c'est que vous ne mesurez pas l'enjeu. Les premiers jours sont relativement bons, parce que voilà, on parle de vous, hein, que c'est le moment de nouer des liens avec les jurés, parce que c'est un dossier, mais on juge une personne humaine, donc il faut leur faire comprendre que vous êtes un humain, que vous avez des qualités, des défauts, des sentiments, et que vous vous exprimez. Plus vous parlerez de vous, hein, de toute façon, vous serez nus au sens juridique du terme parce qu'on va tout évoquer. Vous allez créer du lien et ça vous permettra de vous faire entendre par la suite quand on va parler des faits. Et ensuite, je lui dis, les questions vont arriver. Vous interrogera sur les faits et c'est là qu'il va falloir tout expliquer. Mais je sais qu'elle ne va avoir de cesse de me taper sur l'épaule pour me dire, il a dit ça, mais dans le dossier, il y a ça. Elle connaît parfaitement son dossier. C'est vrai. Parfaitement. Et même, parfois, j'étais obligé de dire à Aline, Madame Hart, attendez, je suis en train d'écouter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine question. Je vais pas perdre de l'énergie sur un point qui, pour moi, en tout cas, de la vie du professionnel, est un point de détail. Maître Lefebvre, vous avez la parole pour la défense d'Aline Hart. On plaide les failles du dossier, on plaide l'acquittement au bénéfice du doute, en disant on ne peut pas balayer d'un revers de la manche une hypothèse tant qu'on n'en a pas vérifié les tenants et les aboutissants, et exclure d'emblée l'hypothèse par exemple du crime de rôdeur simplement parce que non, ça colle pas, un peu au doigt mouillé, ça me paraît léger. Il y a un débat qui était très intéressant, c'est le délai nécessaire pour procéder aux faits. On ne scalpe pas, pour parler clairement, quelqu'un en 2 temps 3 mouvements. Même si on sait s'y prendre, le décollement de la peau est quand même quelque chose, il faut une certaine force, et puis il faut savoir où inciser, et puis il faut quand même tirer. La question, c'est une question de timing. Partant de l'hypothèse que Aline Hart aurait été l'autrice des faits,
Il lui fallait agir sur un laps de temps relativement court pour pouvoir être à son premier rendez-vous professionnel quelque temps plus tard. Donc, si on prenait l'hypothèse initiale, il y avait un problème, c'est qu'elle ne pouvait pas à la fois avoir fait ça et être au rendez-vous en temps et en heure. Or, on sait qu'elle y était en temps et en heure. On sait aussi, et c'est un des éléments à décharge, que quand elle est arrivée chez la dame pour la coiffer, elle avait aucun problème. Elle n'était pas tremblante, elle n'était pas ensanglantée, elle n'était pas paniquée, elle n'était pas stressée, elle n'était pas blême. Enfin, vous imaginez quand même, on n'est pas sur quelqu'un qui vient de renverser un chien avec sa voiture et qui s'en remet en 3 minutes en disant c'est triste, mais je l'ai pas fait exprès. On est quand même sur quelque chose d'une violence absolue. Donc on a quelqu'un qui aurait été capable de porter des coups de couteau, il y en a quand même un certain nombre, de retirer le visage de sa victime en faisant une incision et en tirant sur la peau, et qui n'aurait absolument aucune trace de sang sur elle. Ça, on n'aura jamais la réponse. Aline Hart écope de 18 ans de prison, et en appel, sa peine est alourdie de 2 ans de plus. 20 ans. On en a terminé pour aujourd'hui avec cette version psy de On te raconte que j'appelle Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête de Marion Douzet et réalisation aujourd'hui de Guillaume Vassaux. Retrouvez On te raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.